Effectivement de MIF, on n'a pas effectivement traité la totalité. On a un petit focus à la fois sur la partie concernant donc les obligations de transparence, pré-trade, post-trade, l'élargissement à d'autres produits que ceux qui étaient prévus au niveau de la MIF. Alors comme ça a été rappelé tout à l'heure, l'entrée en vigueur du nouveau dispositif pour un grand nombre effectivement d'éléments de MIFID 2, MIFIR, ça sera 3 janvier 2017. Il y a quelques éléments effectivement qui seront applicables par contre un peu plus tard. Donc sur les points sur lesquels on voulait faire un focus, d'une part le renforcement de la transparence pré- et post-trade, on ne parlera pas du trading haute fréquence aujourd'hui, les OTF, et puis quelques éléments aussi qui me semblent importants sur les modifications du reporting des transactions, puisque c'est un des sujets sur lesquels il va falloir effectivement prendre des mesures rapidement, puisque 2 ans, ça arrive vite. Donc sur le renforcement de la transparence pré-post-trade, les règles de transparence de la directive qui sont intégrées d'ailleurs plutôt dans la partie règlement, étendent en fait à ce qui existait au niveau uniquement des actions. Alors d'abord sur des actions et instruments assimilés, puisque les opérateurs de marché, les entreprises d'investissement qui exploitent une plateforme de négociation doivent rendre public les préacheteurs, vendeurs actuels, l'importance des positions de négociation exprimées à ces prix. Il y a encore effectivement des éléments sur des dispenses qui peuvent exister dans certains cas, par exemple des ordres d'une taille élevée par rapport à la taille normale de marché. Donc c'est surtout d'ailleurs sur ces éléments aussi de dispense et dans quelles conditions et quels critères qu'il y a eu des consultations de place évidemment cette année avec le document de l'ESMA auquel un certain nombre de contributeurs ont répondu pour le 1er août 2014, et c'est encore un sujet sur lequel il y a un petit peu de littérature et je pense de consultation à venir. Avec justement sur les éléments de pré-trade, justement pour les dérogations à cette transparence, des mécanismes de plafonnement des volumes d'échanges qui auront été dans le cadre des dérogations. Alors concernant effectivement l'élargissement à d'autres produits, on a également l'élargissement donc à des produits qui n'étaient pas couverts donc pour l'instant. Donc notamment effectivement les obligations, les produits financiers structurés, les quotas d'émission, les instruments dérivés négociés sur une plateforme de négociation, et puis ces obligations donc de pré-trade qui sont aussi élargies aux internalisateurs également. Et pour les internalisateurs, ça va concerner à la fois donc les produits actions et assimilés, fonds cotés notamment, puisque évidemment les ETF vont en faire partie, mais aussi pour les internalisateurs également, tous les autres produits, obligations, produits financiers structurés, quotas d'émission, instruments dérivés négociés sur une plateforme de négociation, etc. Alors, avec certaines conditions, et notamment dans lesquelles on considère qu'il y a un marché liquide lorsqu'un certain nombre de conditions sont remplies. Donc là aussi, sur les notions de liquidité, sur certains produits, il y a eu des discussions. Voilà, dette souveraine, etc. À quel moment on considère qu'on est sur un marché liquide? Est-ce qu'il faut vraiment changer la manière dont on trade, et est-ce qu'il va falloir donner effectivement ces informations de pré-trade? Comme ça modifie un peu la manière dont certains produits sont négociés aujourd'hui, c'est des sujets sur lesquels les fameuses conditions qui permettent de dire qu'on est dans le cadre ou pas dans le cadre sont importantes, et donc il y a encore évidemment des consultations sur ce sujet. En matière de post-trade, là aussi il y a eu un certain nombre d'éléments de renforcement concernant justement l'élargissement aux actions et au-delà des actions du coup aux certificats représentatifs, fonds cotés, certificats préférentiels et autres éléments assimilés aux actions, avec des autorisations aussi de publication différées qui là aussi pourront être données par les autorités compétentes dans un certain nombre de conditions, donc notamment
les transactions d'une taille élevée par rapport à la taille normale du marché pour l'action. Donc là aussi, quels sont les critères, à quel moment on considère qu'on est dans ce cadre-là pour pouvoir en bénéficier. Et donc les obligations aussi de post-trade qui s'appliqueront aussi à d'autres produits et aux produits obligataires, financiers structurés, quotas d'émission. Alors, un point important sur le reporting des transactions, puisque toutes les informations de pré-post-trade, c'est pour le marché. Mais comme vous le savez, quand on négocie un certain nombre de produits, on envoie effectivement aux régulateurs nationaux, donc en France à l'AMF, un reporting sur les transactions qui sont réalisées. Le but, quelque part, c'est de s'assurer notamment qu'il n'y a pas d'abus de marché qui n'aurait pas été déclaré par les établissements. Ce reporting des transactions, en France en tout cas, il faut se souvenir qu'il est antérieur à la MIF. La MIF avait donc élargi simplement le scope déjà à certains marchés qui n'étaient pas couverts comme les SMNO, Alternex chez nous, et aussi à certains types de structures comme les sociétés de gestion, quand elles font des opérations de gré à gré notamment, il faut aussi qu'elles rentrent dans le dispositif de déclaration des transactions à l'AMF. Donc contrairement à EMIR, on ne déclare pas un référentiel central, on déclare à l'autorité, en l'occurrence nationale. Dans ce cadre-là, le sujet est loin d'être parfait déjà, c'est-à-dire que c'est compliqué parce que c'est des opérations et des informations qui arrivent souvent des applicatifs front d'ailleurs. Donc il y a beaucoup de cas où on a encore des dispositifs, où on a des opérations qui devraient être déclarées qui ne le sont pas, où les mentions ne sont pas bonnes, etc. Enfin, c'est un sujet qui est quand même complexe. C'est un sujet complexe aussi parce que en général, c'est un sujet qui est transversal dans les établissements à la compliance, au back-office et au front, parce que les applicatifs qui ont les informations sont au front. Et là, dans le cadre effectivement de MIFIR, on va avoir, avec MIF 2, des modifications sur ce reporting, et notamment, donc c'était déjà un peu compliqué en termes de fiabilisation de ces reportings, mais là on ajoute une couche d'informations complémentaires. Donc le scope, ce sont effectivement tous les instruments financiers admis à la négociation ou négociés sur une plateforme de négociation pour lesquels une demande d'admission a été présentée, ou les instruments dont le sous-jacent est un instrument financier aussi négocié, ou un indice. Et j'ai mis un peu plus en caractère gras les informations disons complémentaires, donc au-delà du nom, numéro des instruments financiers, quantité, date, heure, prix de transaction qui était déjà demandé. Vous avez par exemple la mention permettant d'identifier les clients pour le compte desquels l'entreprise d'investissement a exécuté la transaction, la mention qui permet d'identifier au sein de l'entreprise d'investissement les personnes ou algorithmes informatiques responsables de la décision d'investissement, ça ne va pas être simple, la mention qui permet de déterminer la dérogation applicable en vertu de laquelle la transaction a eu lieu, les moyens d'identifier les entreprises d'investissement concernées, la mention qui permet d'identifier une vente à découvert sur les actions. Voilà, donc ça c'est un sujet important parce que finalement c'est dans 2 ans et vu la mise en place difficile dans le cadre du reporting des transactions déjà actuelles et même les dysfonctionnements actuels qui existent sur la place, il va falloir remettre une couche d'informations complémentaires. Donc je pense qu'on n'a pas trop de 2 ans pour s'y mettre. Alors concernant les instruments dérivés, les contreparties financières, mais aussi les contreparties non financières, vous savez que dans EMIR, c'est applicable, enfin toute corporate qui fait effectivement quelque part un dérivé a des obligations de reporting. Par contre, les obligations de compensation des dérivés n'existent pour les corporates, les contreparties non financières qu'au-delà d'un certain seuil. Donc on retrouve d'ailleurs là une articulation et une correspondance pour une fois entre 2 régulations, puisqu'entre EMIR et MIFIR, on a le même seuil. Donc le seuil qui est donc défini pour les contreparties non financières qui devraient compenser des dérivés, eh bien c'est le même seuil qui fait que ces dérivés-là, on les soumet à une obligation de négociation qui peut être faite soit sur un marché réglementé, MTF, ou un OTF, puisque c'est justement notamment sur ces sujets-là que les OTF vont exercer leur fonction. Alors justement, les OTF, qu'est-ce que c'est ? Ce sont de nouvelles plateformes, Organized Trading Facilities, des nouveaux systèmes organisés de négo. À quoi ça correspond comme objectif ?
L'objectif, c'était de dire, finalement, avec MiFID, on pensait améliorer la transparence, pouvoir effectivement avoir différents systèmes. On pouvait passer par un marché réglementé, mais aussi des nouvelles plateformes multilatérales de négociation. Mais au final, beaucoup d'opérations sont passées complètement hors des circuits, donc du coup hors des circuits de transparence, donc avec une opacité finalement accrue, alors que ce n'était pas l'objectif. Donc effet plutôt négatif d'une réglementation. Donc du coup, l'idée c'est de dire, ramenons tout ce qui est hors des clous et non transparent dans un système un peu plus transparent. Donc on crée des OTF qui vont, en l'occurrence, s'appliquer et concerner des produits financiers structurés, des obligations, certains produits dérivés, des quotas d'émission. Donc c'est les produits non-equity qui sont concernés. Ce système est un système multilatéral, mais ça n'est pas un marché réglementé, ça n'est pas un MTF. C'est un système au sein duquel des intérêts acheteurs et vendeurs exprimés par des tiers peuvent interagir d'une manière qui aboutisse à la conclusion de contrats. Ces ETF doivent mettre en place des règles et des procédures transparentes pour garantir un processus de négociation équitable, ordonné, fixer des critères objectifs pour une exécution efficace des ordres. Leur accès ne doit pas être discriminatoire, ça c'est pour les aspects un peu de théorie. Bon, mais n'empêche que la différence avec un MTF, c'est que ces ETF vont exercer dans un cadre discrétionnaire. Et là, c'est un petit sujet quand même, puisque finalement, l'entreprise d'investissement ou l'opérateur qui exploite un ETF va exercer ce pouvoir sur la façon dont une transaction doit être exécutée. Donc, elle peut décider de placer ou de retirer un ordre sur l'ETF qu'elle exploite lorsqu'elle décide de ne pas apparier cet ordre d'un client, avec d'autres ordres disponibles dans les systèmes à un moment donné, pour autant que cette démarche soit conforme à des instructions précises reçues d'un client et à des obligations aussi d'exécuter des ordres aux conditions plus favorables. Donc effectivement, c'est pas parfait comme système et il peut y avoir quand même des inquiétudes sur la manière dont l'OTF va se mettre en place et ce caractère discrétionnaire pas forcément fait pour assurer sur son fonctionnement. Alors, il va quand même être interdit d'exploiter à la fois un ETF, un internalisateur systématique, et l'autorité compétente pourra exiger, lorsqu'un PSI ou un opérateur de marché demandera un agrément en vue de l'exploitation d'un ETF, une explication détaillée qui indique pourquoi le système ne correspond pas à un marché réglementé ou à un MTF, qui assure quand même une meilleure, a priori, transparence. Voilà pour ma partie. Je laisse effectivement...